Et le journal de l'Europe avec Caroline de Camaret et Sophie Samaï ce soir. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Caroline, on est donc à 9 jours des européennes et la campagne monte en puissance un peu partout en Europe, et notamment en Hongrie où ça prend même une tournure un peu particulière. Oui, c'est un pays d'Europe centrale dont vous entendez très souvent parler. Pourtant, il a moins de 10 millions d'habitants. Il envoie à peine 21 députés au Parlement de Strasbourg, mais il vit depuis 14 ans sous le règne d'un certain Viktor Orban, un conservateur populiste qui met régulièrement son veto parmi les 27 au soutien à l'Ukraine. Alors Viktor Orban a encore aujourd'hui accusé ses alliés européens et même l'opposition, bien sûr, de vouloir entraîner la Hongrie dans un conflit armé. On l'écoute. Et maintenant, l'Union européenne avance pas à pas et nous entraîne dans la guerre. Je veux être très clair, nous n'avons pas rejoint l'Union européenne pour financer une guerre ensemble, ni pour injecter 100 milliards d'euros dans une guerre. Alors d'un autre côté, l'Union européenne épingle régulièrement Viktor Orban pour ses dérives autocratiques, notamment sa mainmise sur les médias. Or, la télévision publique, qui est plutôt proche du pouvoir, à force de manifestations, s'est senti obligée d'organiser pour la première fois depuis 18 ans un débat démocratique pour des milliers de personnes qui s'étaient réunies devant le centre de congrès de Budapest sur écran géant. Ils ont regardé donc ces 11 candidats qui avaient 8 minutes de parole chacun et les conditions n'étaient pas tout à fait démocratiques et réunies, un peu partiales quand même. C'est d'ailleurs ce que dit le leader qui les a convoqués là, Peter Magyar, un avocat de 43 ans qui a participé au débat puis aux manifestations. On l'écoute. Comment est-ce qu'un groupe médiatique public peut-il ne pas m'inviter une seule minute pendant 3 mois? Ni à la télévision, ni à la radio. Et pourtant, en même temps, la moitié de tous leurs programmes parlent de moi et de mon parti. Ils se mettent hors la loi tous les jours en répandant des fausses nouvelles inqualifiables. Alors c'est un illustre inconnu, Peter Magyar. Il vivait dans l'ombre de sa femme Judith Varga, la ministre de la Justice, qui a été démissionnée de ce gouvernement à la solde d'Orban pour avoir contresigné une grâce d'un complice pédophile proche du pouvoir. Et depuis mars, il devient l'opposant numéro 1. Il a créé un parti, TSISA, Parti du respect et de la liberté, déposé sa liste aux européennes, perce dans les sondages sans aucun programme d'ailleurs, à plus de 20% des voix pour l'instant. À gauche, il y a tout de même un parti DK, MSZP, Dialogue Alliance, qui siège avec les socialistes donnés autour de 8%. Et bien entendu, le parti au pouvoir dans ces conditions, Fidesz caracole en tête loin devant, à plus de 35%. Il avait déjà remporté les élections de 2022 avec 50% des voix, qui lui donnent d'ailleurs une grande majorité des 2/3 de sièges au Parlement. Mais c'est autre chose au Parlement européen, puisque là, Viktor Orban s'est fait exclure des rangs du PPE. Ses députés siègent chez les non-inscrits pour l'instant, donc on va voir s'il va faire alliance. Regardons comment cette jeune fille qui va voter pour la première fois en Hongrie nous présente cette campagne hongroise. A jogállamiság már csak abból fakadóan is, hogy magyar vagyok. Szerintem az egyik legfontosabb témájának kéne lennie az Európai Uniónak, már csak abból fakadóan is, hogy rengeteg pénzt osztanak szét az országok között. Az egészségügyet ezt mindenféleképpen megemlíteném, másrésztről pedig az orosz-ukrán háború, ami még talán egy olyan kényes téma, ahol nincsen megegyezés európai szinten, harmadrésztről pedig mindenféleképpen a migrációs helyzet. Ennyi. Támogatom Európát, és támogatom az Európai Uniót, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem vagyok velük kapcsolatban, akár szkeptikus, akár kritikus. Mint ahogy említettem is, Magyarországon nagyon nehéz kritikát megfogalmazni bármelyik oldalra, mert egyből a másik dobozba és a másik szélsőségbe helyeznek be. Viszont úgy gondolom, hogy az Európai Unión belül is a bürokrácia és a korrupcióval rengeteget kell foglalkozni, és ez attól függetlenül, hogy pro-Európa, attól függetlenül benne van az, hogy
minden válság idején a szélsőségek felerősödnek, és nekem ilyen szempontból van egy olyan érzésem, hogy mivel már rettentően szembetűnő a jobboldali szélsőség nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban és már a világon is, így úgy gondolom, hogy a válság előre haladtával egyre inkább a jobb oldal fog teret nyerni. Et un portrait donc réalisé avec nos partenaires d'Enter. Merci donc Caroline pour la Hongrie. Maintenant avec vous Sophie, on va découvrir l'un de ces objets que l'Europe a beaucoup changé, un objet qui concerne votre quotidien et le mien puisqu'il s'agit des jouets pour enfants. Oui, puis je suis sûre que vous en avez plein partout chez vous, que vous marchez dessus, que vous en avez marre. Mais est-ce que vous vous êtes déjà penché sur la dangerosité de vos jouets? Je ne sais pas. Parce qu'il faut savoir que c'est la catégorie d'objets la plus signalée au sein de l'Union européenne pour sa dangerosité. La faute aux petites pièces qu'on peut ingérer, les produits chimiques qu'on peut trouver dans les peintures, les bords coupants, autres joyeusetés. Alors pour protéger nos chers bambins, l'Union européenne a décidé de mettre la barre un peu plus haute. En mars dernier, ils ont voté massivement pour de nouvelles normes dans la fabrication et la commercialisation de nos jouets. Adieu perturbateurs endocriniens, produits chimiques qui affectent le système respiratoire, le système hormonal. Adieu aussi aux fameux PFAS, on les connaît, ces perturbateurs endocriniens qui sont vraiment des polluants éternels jugés cancérogènes. Les fabricants vont donc devoir changer leurs habitudes et c'est tant mieux. Autre danger que les parents n'ont pas toujours à l'esprit, ce sont les jouets qui contiennent des éléments numériques. Vous savez, ces poupées qui parlent, qui font du bruit, qu'on aime beaucoup quand ils s'arrêtent. Très agaçant d'ailleurs. Pardon ? Très agaçant. Oui, très agaçant, voilà, exactement, qu'on aime bien quand les piles s'arrêtent. Ceux-là même qui devront désormais être conformes à la nouvelle réglementation européenne sur l'intelligence artificielle pour la protection de nos données, parce qu'on ne se rend pas toujours compte, mais ça enregistre aussi, ça peut enregistrer en tout cas ce qu'on dit. C'est aussi pour le piratage, l'usurpation d'identité, les escroqueries, tout ça. On n'y pense pas vraiment, effectivement, quand on regarde nos jouets. Mais finalement, vous faites comment, vous, pour savoir que ces jouets sont sûrs ? Alors, la norme actuelle dont je vais vous parler, qui vient de passer en mars, n'est pas encore en vigueur. Elle a été votée, mais il faudra 50 mois pour qu'elle soit obligatoire sur tous les jouets. Donc, on a encore un petit peu de temps. Mais en attendant, je vous ai fait une petite sélection de jouets par l'équipe Europe. Voilà, vous avez le choix entre la voiture, la peluche ou l'arrosoir dauphin. Mais ces jouets, vous pouvez déjà savoir qu'ils sont conformes aux normes européennes. Comment ? En regardant votre petite étiquette qui est noté, il est noté CE, donc ça veut dire que c'est conforme aux normes européennes en vigueur. Donc ces normes, elles vont évoluer, on l'a bien compris. Autre manière de s'assurer que vos produits et vos jouets sont conformes et ne sont pas dangereux pour vos enfants, simplement regardez où vous les achetez. Sur certains sites, c'est moins bien contrôlé, forcément les sites qui sont situés à l'extérieur de l'Union européenne. On a pointé régulièrement du doigt les sites comme AliExpress, Temu, etc., qui ne respectent pas les normes de sécurité européennes. Selon la Fédération européenne des industries du jouet, on estime que 95% quand même des jouets qui sont présents sur ces plateformes sont dangereux, peuvent vraiment présenter des risques d'étouffement, d'étranglement pour nos enfants. Donc on fait très très attention à ce qu'on donne à nos enfants. Merci Sophie pour cet éclairage sur la dangerosité des jouets. Caroline, on va maintenant partir en Grèce, un pays qui a beaucoup souffert, on le sait, de la crise économique ces dernières années. Oui, un pays balkanique, alors lui aussi 10 millions d'habitants, 21 eurodéputés. Un peu comme la Hongrie, mais enfin en très différent quand même, parce que lui a eu une expérience de gauche radicale avec Alexis Tsipras, et puis ça s'est soldé par le retour de la droite en 2019 de Nouvelle Démocratie, pays de première arrivée qui a musclé à l'occasion du retour de la droite sa politique migratoire, suite à des scandales d'écoute pour ce parti et sur fond d'inflation. Nouvelle Démocratie est toujours en tête des intentions de vote, mais en recul à 30%. Il serait suivi donc par finalement la gauche de Syriza, 15%, le mouvement socialiste, le PASOK donc à 13%. Les conservateurs au pouvoir ont fait passer une loi qui légalise le mariage et l'adoption pour les couples gays, une loi qui continue à faire polémique pendant cette campagne électorale européenne, comme nous l'explique notre correspondante Alexia Kefalas. 15 février 2024, à Lavouli, le Parlement grec, le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis parle de jours historiques. Après 2 jours de débats houleux, la Grèce devient le premier pays orthodoxe au monde à adopter la loi pour le mariage homosexuel, ainsi que l'adoption des couples du même sexe.
Ce jour-là, Dimitri et Stavros, qui vivent ensemble depuis 16 ans et ont 3 enfants séparément, décident de se marier. Mais tout n'est pas si simple dans une société très conservatrice. Nous avons décidé d'ignorer les menaces qui pesaient sur nous. C'était le premier du genre, alors on a demandé le Conseil de l'État à savoir si quelqu'un voulait nous faire du mal pendant la cérémonie. Depuis ce jour, les sondages en vue des élections européennes confirment certes la large avance du parti conservateur au pouvoir, mais une montée soudaine des petits partis nationalistes, patriotiques et anti-mariage pour tous. L'un d'entre eux, la solution grecque, deviendrait même la 4e formation politique du pays. Dans la société, les opinions sont divisées. Les jeunes, nous n'avons pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut. La société sombre dans le chaos. Dans ce pays qui doit élire 21 eurodéputés, voilà un thème de campagne qui départage clairement la classe politique. Avec d'un côté Nouvelle Démocratie, le parti conservateur au pouvoir, qui a fait voter au Parlement la loi sur le mariage pour tous. De l'autre, les petits partis nationalistes et extrémistes soutenus par l'Église de Grèce, qui n'est pas séparée de l'État, et qui fait grimper ces petits partis dans les sondages. Les autres partis, les socialistes du PASOK ou la gauche du Syriza, qui est le principal parti d'opposition, critiquent fermement la gestion de ce dossier. D'autant que le chef de l'opposition de gauche, Stefanos Kasselakis, est le premier dirigeant politique ouvertement homosexuel et marié à un Américain. Il est confronté chaque jour à des réticences. En tournée, il y a encore des gens qui ne me saluent pas, qui ont peur de me serrer la main ou qui s'écartent ostensiblement dès que j'arrive. Mais cela ne me dérange pas. Ce sont des concitoyens. Comme beaucoup de militants, ils pointent du doigt le rôle de l'Église comme un frein dans le changement des mentalités. Mais l'Église, elle, reste impassible et voit même ses fidèles augmenter. Cette loi est une intrusion étrangère des valeurs et institutions dans la société grecque. C'est pour cela que les gens se tournent à nouveau massivement vers l'Église, qui est une valeur éternellement stable. Malgré cette réforme sociale majeure, le gouvernement sait qu'en vue des européennes, il devra composer avec les nouveaux équilibres politiques du pays. Et pour finir, rappelons donc, Caroline, que du 6 au 9 juin, les Européens votent un scrutin à un seul tour qui est majeur pour notre avenir. Oui, et d'ailleurs, en France, notons bien que le corps électoral grossit. 49 millions et demi, évidemment, de personnes sont désormais inscrites sur les listes électorales françaises selon une dernière étude INSEE. Ça représente 2,2 millions de plus qu'aux précédentes élections de 2019. Encore faut-il savoir s'ils vont aller voter, tout cela. En Europe, c'est tout de même 359 millions d'Européens qui sont susceptibles de voter. Les électeurs devront choisir 720 députés européens. Mais alors, comment sont-ils élus, ces députés, et surtout, comment sont-ils répartis entre les pays? Les explications tout de suite de vous, Sophie Samaï, avec cette petite animation. Comment sont élus les 720 députés européens? Jetons un œil au Parlement européen. En juin prochain, 720 députés seront élus, un nombre en réduction depuis 20 ans. Ils sont choisis tous les 5 ans par les citoyens des 27 pays membres de l'Union européenne. Plus les pays sont peuplés, plus ils ont d'élus. L'Allemagne, par exemple, obtiendra 96 sièges, la France 81, tandis que le petit Luxembourg ou les îles comme Malte ou Chypre n'en auront que 6. Pour voter, les électeurs n'ont d'ailleurs pas tous le même mode d'emploi. En France, par exemple, les citoyens ne votent pas pour un candidat, mais pour une liste de personnes affiliées à un parti politique dont l'ordre est bloqué. Les candidats placés en haut de cette liste seront donc élus en priorité en cas de victoire. En revanche, à Malte ou en Irlande, les électeurs peuvent modifier cette liste en classant les candidats par ordre de préférence. La majorité des pays proposent des listes nationales, c'est-à-dire que les électeurs choisissent un parti qui propose une liste indépendamment de tout lieu de résidence. Seules l'Italie, la Pologne et la Belgique proposent des listes régionales. Dans l'ensemble des 27 États membres, les députés européens sont élus au suffrage universel direct à un seul tour, qui aura lieu entre le 6 et le 9 juin. Certains États membres, comme la France et la Grèce, fixent par ailleurs un seuil minimal pour l'attribution de leurs sièges dans les circonscriptions qui en comptent plus de 35. Ce seuil doit obligatoirement être compris entre 2 et 5% des suffrages exprimés dans la circonscription. D'autres pays membres, comme l'Allemagne, n'en fixent aucun.
Et c'est donc la fin du Journal de l'Europe. Merci beaucoup Caroline, merci à vous aussi Sophie. Et donc rendez-vous la semaine prochaine.